vidéo. Donc on se retrouve enfin pour faire le point sur la PMA qu'on doit faire depuis 3 mois à peu près, ça doit être ça. Je pense, hein, depuis la dernière PMA. Oui. Donc on va vous résumer un peu notre parcours, où on en est, du pourquoi, du comment et tout, parce que là, voilà. Du coup, on a commencé la PMA en février 2022. On a fait 4 IAC. On était inefficaces les 4. Et après, maintenant, je ferai pas de vidéo sur la PMA. Après ça, on a fait 2 FIV. Donc, les 2 FIV, en fait, on a eu des résultats improbables. J'ai eu beaucoup d'ovocytes, c'est-à-dire 25 et 19 ovocytes. Je sais plus dans quel ordre. 5 la première fois et 19 la deuxième, non? Non, l'inverse, je crois. L'inverse, 19 bon, enfin, bref. Du coup, la première fois, j'ai fait une hyperstimulation. J'ai dû faire des allers-retours à l'hôpital et tout. J'avais le ventre. On m'a dit que j'étais enceinte de 4-5 mois. C'était vraiment compliqué, c'était douloureux, j'étais vraiment pas bien. Vraiment le ventre rempli de flotte. En fait, une hyperstimulation, c'est quand le ventre se remplit de liquide. Et je suis allée aux urgences combien 3-4 fois, je pense. 3 fois. C'est après, en fait, ils m'ont dû m'envoyer faire des piqûres. J'ai dû faire des contrôles. J'ai dû faire des piqûres d'anticoagulants et tout, parce que c'était très... C'était violent. Ouais, c'était une hyperstimulation assez violente. Hein. Quand on voyait la taille de mon ventre, waouh, j'étais vraiment pas bien. Voilà. Et du coup, sur les deux, en fait, sur les 19 et 25, en fait, à chaque fois, il y a eu beaucoup d'ovocytes, en fait, qu'on fait été fécondés. Et du coup, en fait, le truc, c'est que ça n'a jamais été plus loin que le stade. Ils tiennent pas, quoi. Ils tiennent pas, en fait. Ils se fécondent, mais ils se développent pas. Mais ils se développent pas, ils arrêtent leur développement. Au bout de 2-3 jours, en fait, ils arrêtent leur développement. En fait. Donc, du coup, moi, à chaque fois, ça aurait été des transferts congelés parce que, comme j'ai fait des hyperstimulations, on ne peut pas faire des transferts frais dans ces cas-là. Et du coup, ils ont pu en congeler aucun parce que, vraiment. Il n'y en a aucun qui s'est développé. Donc, William a refait des tests, un test, lui, de son côté, qu'on savait pas qu'il n'était pas remboursé, ça nous a coûté 150 euros. Plus. Plus Ouais, 170. 170, on était dégoûtés. En fait, on nous a dit, on se dit, ça venait peut-être de l'ADN. La fragmentation d'ADN. Et en fait, du coup, on a fait le test par précaution pour être sûr, parce que si c'était ça, c'était tout bête. Il suffisait juste prendre un traitement de vitamines. Mais c'est des vitamines spécifiques, parce que c'est pas des vitamines qu'on peut acheter comme ça dans le commerce. Et au final, non, tout était bon. Donc, et au final, en fait, suite à ça, on a eu un rendez-vous avec le docteur Chabot. On a hésité à changer de centre vraiment parce que moi, la deuxième FIV, là, en fait, à chaque fois, on a une chambre commune. Alors que moi, je suis en anesthésie générale. Faut pas oublier que je suis en fauteuil roulant. C'est une vraie galère parce que heureusement que j'arrive la première parce que faut que William m'aide à me changer parce que je rentre pas dans les toilettes. En fait, les toilettes sont pas accessibles. Et surtout qu'en fait, à la première FIV, ils ont dit que quoi, mais il fallait prévenir en fait. Et la deuxième, du coup, on a prévenu. Et malgré tout, il n'y avait pas assez de place. Donc au final, elle a fini quand même dans la même chambre que dans la première FIV. Donc c'est une chambre commune. Donc faire pipi soit dans un autoboc ou un motoban ou une bassine. Et voilà, il y a des filles qui sont juste derrière le rideau. Il y a 9 filles qui sont juste derrière le rideau, derrière moi. Donc c'est vraiment pas des conditions qui sont agréables. Et en fait de ça, en plus de ça, la premier coup, en fait, à la première FIV, il y a eu une hyperstimulation. Et en fait, à la deuxième, elle a fait une légère hyperstimulation. Et en fait, ils ont laissé les mêmes dosages. Ils ont refait exactement la même chose avec un produit différent, mais en gardant les mêmes dosages. Donc en fait, la première, vu que ça avait fait une hyperstime due au fort dosage, en fait, il n'y avait aucun intérêt de refaire une deuxième FIV avec le même dosage, même si c'est pas le même produit. Donc c'est là et à la dernière minute, pour éviter l'hyperstimulation, ils m'ont déclenché avec du décapeptile, pour ceux qui connaissent un peu, en plus de l'eau vitrée. Et en fait, moi, il me dit, hop, si je fais l'ordonnance, elle me dit, voyez, avec les infirmières, généralement, ils arrêtent du produit, elle va me montrer comment faire la piqûre, parce que je fais toutes les piqûres moi-même. J'entends une dame juste avant moi, où l'infirmière lui explique tout, lui montre, lui donne les produits et tout. Et arrivé à moi, il dit, maintenant que vous n'avez plus de produits, il faut que vous alliez en pharmacie. Donc je vais en pharmacie. En fait, ils n'avaient rien écrit des seringues qu'il fallait et tout. Donc nous, on s'est retrouvés un samedi, et cet samedi, on ne peut pas contacter les sages-femmes au centre PMA. On peut pas contacter les sages-femmes au centre PMA et du coup on s'est retrouvés un samedi soir à galérer à la pharmacie à trouver les piqûres qu'il fallait et tout. Et du coup les pharmaciens ils m'ont aidé à savoir quelle seringue était les mieux et au final il y a un mélange à faire, c'est pas super simple à faire. Mais du coup c'était pas remboursé. Là c'est pas remboursé non plus. Là je vais payer les piqûres. Oui mais bon.
Enfin bref, et du coup vraiment pas un bon suivi quoi, c'est trop à l'arrache et on a hésité à changer de centre, mais bon le dernier rendez-vous qu'on a eu avec notre docteur s'est bien passé. Et du coup là il nous a expliqué qu'en fait moi j'avais une mauvaise qualité ovocytaire en fait, je suis une poule pondeuse, je fais beaucoup d'œufs mais une mauvaise qualité. Alors le pourquoi on sait pas. Donc là pour l'instant j'ai des vitamines, donc c'est Ovunol. J'ai des vitamines à prendre et du coup on va faire une stimulation longue pour qu'en fait mon corps il aille tout doucement et qu'on ait pas, peu d'ovocytes mais de bonne qualité. En fait, au lieu de le faire sur 2 cycles, en fait, sur un cycle, ils le font sur 2 cycles. Ouais. Donc là c'est un peu compliqué parce que même Avec des dosages hyper réduits, histoire de ne pas développer ouais. une hyperstimulation ou même beaucoup d'ovocytes qui pourraient du coup être de mauvaise qualité. Où, en fait, ils préfèrent faire en sorte de développer mais quelques faire la ovocytes, qualité à la quantité mais quoi. très peu, quoi, histoire d'avoir au moins un ou deux qui soient de bonne qualité, quoi. Ouais. Et du coup, même l'infirmière, la sage-femme, ce matin, en fait, quand on donnait nos règles avec la PMA, il faut me prévenir, il faut appeler le centre PMA. Donc j'ai appelé le centre PMA. Et même la sage-femme que j'ai au téléphone, qui est vraiment la sage-femme du centre PMA, ils n'ont pas l'habitude de ça. Quand je vais aider les doses que le médecin m'a prescrit, pour eux, c'est hyper rare en fait, parce que je réponds tellement bien que du coup, là, pour ceux qui connaissent, je vais être à 75 de Benfola. Donc c'est des toutes petites doses en fait. Parce qu'en fait, ça existe, les cycles longs comme elle va faire. Sauf que le truc, c'est que d'habitude, c'est des personnes qui font pas beaucoup d'ovocytes quand même. Donc en fait, ça reste des dosages à 250 grammes de Benfola, 250 milligrammes, milligrammes de Benfola. Mais du coup, les cycles longs sont malgré tout pour des des personnes forts dosages, souvent quoi. C'est des peu personnes qui d'ovocytes répondent en pas fait. quoi. Et moi, c'est le contraire, c'est parce que je réponds trop en Et fait du qu'il coup, faut y aller tout doucement. faire aller tout doucement, mais avec un petit dosage, bah, c'est rare. Donc là, en fait, à J20 de mon cycle, je dois commencer des décapeptiles, donc je vais avoir 20 jours de piqûre facile. Et avant de commencer la stimulation, vraiment, en fait, ils vont bloquer mes ovaires pendant quelques temps pour les mettre au repos, pour qu'ils se calment et tout. Avant de commencer la stimulation, qui va être toute douce, du coup, qui va être à 75, qui va être vraiment toute douce, pour vraiment que mes ovaires ils aillent tout doucement, parce qu'ils vont trop vite. Ils vont trop vite et pas de la bonne qualité, donc. À savoir qu'à chaque fois, mon ovaire gauche répond beaucoup plus que le droit parce que j'ai une hernie sur l'ovaire droit quand j'étais bébé. Et ils pensent que ça vient de là parce que clairement, à chaque fois, l'ovaire droit, il répond beaucoup moins bien. Donc, est-ce que la qualité ovocytaire vient de là aussi? Est-ce que ça vient du CED et tout? On sait pas du tout en fait. À savoir que j'ai beaucoup d'antécédents de fausse couche, donc on sait Et pas. que c'est connu par rapport à la maladie, ils disent bien comme quoi le CED, en fait, il y a beaucoup d'antécédents de fausse couche. Donc après, pour quelle raison Ouais, c'est mystère. ça En peut vrai, être plusieurs raisons selon la maladie, selon les personnes. Et puis je Que le pense CED, en fait, que c'est pas franchement, j'ai jamais je vu sais pas. quelqu'un d'autre qui essaie de faire une PMA. Je pense que c'est un parcours qui est assez rare. Donc voilà. Donc là, ça va être sport. Hein, je pense là, je vais me taper quasiment un mois et demi de piqûre. Donc, je commence le 31 janvier normalement les piqûres, mais ça va être waouh. Ça va être surtout que voilà, des diabétiques, c'est un mélange à faire soi-même et tout. Je veux dire, c'est beaucoup de choses à réfléchir et tout. Ça va pas être simple hein, de faire autant de jours de piqûres, mais bon, ça va le faire. Il y a plein de malades qui ont des piqûres tous les jours. Hein. Je suis loin d'être la seule, mais ça va être quand même assez fatigant, je pense. Donc voilà, autrement, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur ce parcours et tout? Toi, tu le ressens comment? Tu t'espères encore? Tu désespères? T'es Pensif. pensif? En vrai, on a eu un nombre de faux positifs, Non, et puis... de tests de grossesse faux positifs énormes et tout. Bah, le truc, en fait, c'est que même, en fait, on a eu des faux positifs. Et le truc, c'est que là, la preuve, en fait, qu'en FIV, en fait, les ovocytes sont fécondés. Donc, en fait, il y a quand même un début de prise, en fait. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a peut-être des faux positifs. Parce qu'en fait, ça se peut qu'à chaque fois, bah, ça prend, en fait, à chaque fois. Ouais, Sauf que ça se développe pas, en quoi. fait. Et du coup, ça crée des fausses couches hyper précoces quand même. Ouais. Parce que du coup, ça se développe pas du tout. Mais du coup, pendant 2-3 jours, ça crée 2-3 jours de décalage à chaque fois avec des faux positifs. Ouais. Et à chaque fois, ouais, j'ai des cycles hyper réguliers, je suis sur 26 jours. Et des fois, je vais avoir des cycles qui vont durer 29-30 jours, et là, je vais avoir un positif, et derrière, hop, mes règles elles vont commencer. Et clairement, je pense que c'est des fausses couches précoces, mais après, voilà, c'est vraiment les montagnes russes, quoi, puis c'est long, quoi. Moi, je commence à en avoir marre de. Ma première fausse couche qu'on a fait ensemble, c'était en juillet 2021. En 2020. 2021. Non, 2020. 2020. Et c'est mars 2021 l'autre alors. Ouais.
Ouais, j'ai fait une en juillet 2021 et une en mars 2021 et là. Donc ça commence à changer, ça fait mettre au mois de juillet, ça fera 3 ans donc ça veut dire c'est bébé quoi. Donc, bah, du coup, on n'a pas commencé tout de suite en mars 2021, c'est après qu'on a commencé alors là. Bah, c'est en 2022, c'est en février 2022 qu'on a commencé. Oui, bah, voilà. Donc voilà, ces bébés là, ça commence à faire. Novembre 2021 qu'on a commencé à voir. Qu'on a commencé à voir, c'est possible. Ouais, novembre. Mais après, il y avait Mais oui, c'est vrai que le temps d'attente avec la biologiste, oui, tout ça, le temps qu'on a fait tous les examens, parce qu'on a dû. Parce que pour tous ceux qui ont fait les parcours PMA, de toute manière, ils savent très bien que bah, voilà, on est obligé de faire des tests biologiques. Puis nous, on avait une généticienne et tout. Une généticienne en plus à cause du CED, et puis même du coup, on a eu plein de tests à faire avant, voir plusieurs spécialistes différents. Je sais toujours pas si on m'a fait le test du CED. On me l'a jamais dit en fait si on m'a fait le test génétique du CED. Normalement, de ce qu'elle avait dit, elle devait le faire, donc, mais on a pas. Non, elle était passée parce que le CED est tellement. Il coûte cher, je crois. Soit il coûte cher, soit il est compliqué à chercher comme le gène du CED. Et il y a 13 gènes différents qui sont impliqués dans le CED. Je crois que c'est une vraie merde. Et je crois qu'elle me l'a pas fait parce que, vu que c'est évident que j'ai le CED. J'ai eu un diagnostic, pas un spécialiste du CED, malgré que j'ai pas le test génétique, j'ai un diagnostic par un vrai spécialiste, j'ai pas un diagnostic, je veux dire, pas un médecin traitant, quoi, c'est vraiment un spécialiste du syndrome des Lernolos qui m'a diagnostiqué. Voilà, c'est pas du tout moi qui me suis diagnostiqué comme on peut voir sur internet, certains qui se diagnostiquent et tout, c'est pas du tout le cas. Je préfère le préciser. Donc voilà pour notre parcours, franchement, moi je pense qu'on n'espère pas là, en fait, on attend de voir vraiment, parce que franchement, là, avec les 2 premières filles, on a tellement été déçus. La première, on s'est dit, ouais, c'est bon, c'est un hasard, quoi. Et la deuxième, on a vraiment atterri, quoi. Même si c'est long, il faut se dire que on voit qu'il y a d'autres familles ou d'autres personnes, d'autres couples qui sont en file et au final, ça marche au bout de 7 ans. C'est long. Mais il y en a qui arrivent, donc s'il y en a qui arrivent. Nous, on a l'avantage d'être jeunes parce que franchement, dans les parcours filles, on en voit vraiment qui sont aussi jeunes que nous. C'est comme quand on va à l'école, c'est bête à dire, mais même avoir un enfant de l'âge de choix. En fait, on est les parents les plus jeunes de l'école, quoi. À chaque fois, on est les parents les plus jeunes. Alors que pourtant, c'est pas un âge si tôt non plus pour avoir un enfant. Je sais pas, moi, dans ma famille, il y a beaucoup de personnes qui ont des enfants tôt. À l'époque, il y en avait plus qu'il y en avait de tôt que maintenant, je pense. Ouais, mais je sais pas. Ça dépend. De toute façon, c'est prouvé que maintenant, les femmes commencent plus à avoir des enfants vers 30-35 ans. Donc moi, j'ai 28. Donc ça fait depuis que j'ai 25 ans qu'on essaye d'avoir un deuxième. Toi, t'as 29 et ça fait depuis que t'as 26 du coup qu'on essaye d'avoir un deuxième. Donc voilà, après, on espère que ça va fonctionner. Franchement, voilà, on espère sans espérer, comme je vous dis. En fait, moi, je me projette pas. J'espère sans me projeter parce que, en fait, c'est tellement. La dernière fois, on était tellement sur le cul. Les derniers appels des biologistes pour la dernière fille pour nous dire qu'on n'avait rien. En fait, on était tellement. Franchement, on espère un ou deux qu'on ne s'y attendait pas parce qu'on en est zéro, encore une fois. Voilà, dans toutes les filles que je suis sur internet, en fait, des filles, elles ont des échecs de transfert, donc des embryons qui prennent pas, mais des échecs de. Vraiment, avec autant d'ovocytes, c'est du jamais vu. Il y a des filles, elles ont aucun embryon à l'arrivée, mais elles ont 3-4 ovocytes, que là, 25 ovocytes et 9 ovocytes, il y en a 0 à l'arrivée, c'est vraiment. Je suis un cas à part, vraiment. Moi, je fais jamais rien dans la normale. Mais c'est vraiment fou, quoi. Donc voilà, et oui, du coup, tout à l'heure, j'ai pas précisé que moi, les fonctions c'était sous anesthésie générale, mais c'est parce que les anesthésies locales fonctionnent mal avec le CED, et prennent mal et tout ça. C'est comme si j'avais pas d'anesthésie, c'est pour ça que c'est sous anesthésie générale, c'est pas par choix, c'est par obligation. Je préfère le préciser aussi, parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent l'anesthésie locale et tout, mais j'ai pas le choix. Voilà. Tu as quelque chose à rajouter? Que je le fais sans anesthésie. Faudrait que je partage le TikTok à la fin si je trouve le parcours pour être papa, le parcours pour être maman. En vrai, oui, mais en vrai, au début, on s'est pas mal. Les premières IAC, je me rappelle que j'étais frustrée parce que je trouvais que William s'appliquait pas assez et en final, il n'osait pas s'impliquer. Et en fait, maintenant, c'est que. L'astuce qu'on a faite, c'est qu'en fait, à l'heure où j'ai ma piqûre, qu'il soit au travail ou quoi, il a une alarme sur son téléphone et s'il est pas là, en fait, il m'envoie un petit message. Et moi, ça me fait du bien en fait de savoir que. Qui m'envoie un petit smiley cœur, comme quoi il pense à moi à l'heure de la piqûre en fait, et c'est comme ça qu'on vit le truc à deux, et vraiment, en vrai ça se passe plus depuis. Parce qu'elle veut pas que je fasse les piqûres. J'en ai fait 2, mais elle veut pas plus. À chaque fois j'ai eu un bleu, et à chaque fois c'est. À chaque fois elle bouge en fait. Ouais, mais. Elle a peur que je fasse mal, et au final, du coup, vu qu'elle a peur, elle bouge et puis elle a mal. Et après elle a un bleu. Je préfère faire les piqûres moi-même.
Bah, faut savoir, j'ai des antécédents médicaux qui sont larges, gros, derrière moi, je sais pas comment dire. Et voilà, j'ai eu beaucoup d'injections de toxines botuliques et tout, donc j'ai des mauvaises expériences au niveau des injections. Donc voilà, des fois je suis un peu stressée, ce qui est normal. Hein. Donc voilà. Mais oui, pour lui vivre mieux, c'est vraiment ça qu'on fait. Et quand t'es là, c'est toi qui me sors les produits et tout. Je m'installe tout pour faire la piqûre, quoi. Tu prépares le pansement, tu me sors les cotons, tout ça. On met tout dans un plateau. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met tout dans un plateau comme ça. À part le truc qu'on sort du frigo, on a les cotons, l'alcool, les désinfectants dans un plateau comme ça. Tous les jours, à la piqûre, on sort le plateau. Mais du coup, quand il est là, c'est lui qui me sort le plateau. Et c'est un travail d'équipe, quoi. Voilà. Et je lui mets après les petits pansements avec des petits narvals ou des petites licornes et tout ça, elle aime bien. Puis généralement, le jour de la ponction, on prend sur un petit McDo et tout, et on passe un petit moment après, avant de rentrer à la maison. Avant de rentrer, oui, bah, le truc c'est que déjà on est obligé de manger à l'extérieur, donc dans tous les cas. Ouais, mais ça nous fait vraiment un petit moment, on décompresse tous les deux, je trouve, bah voilà, quand même. Bah, tu vois, on n'est pas à côté, donc ça nous fait du bien de prendre un peu de temps aussi pour nous. Parce qu'au final, on prend là en ce moment, c'est un peu. Avec les travaux, voilà. Donc voilà, on va arrêter de parler là, ça fait déjà 17 minutes qu'on parle. On fait un point actu. Un point quoi? Point actu. Point actu quoi? Point actu travaux. Bah non, pas dans la vidéo PMA. Dans le vlog, après on vlog. Je vlog aussi aujourd'hui. Hein. Ah, bon bah, retrouvez dans le vlog. Donc on vous dit à bientôt pour une Il y a 2 actus dans le vlog. Ah, donc à bien regarder le vlog. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà. Bye bye.